Donc bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, on vous connaît pour toutes les questions de nutrition, de santé, et on vous connaît un peu moins, mais on vous connaît quand même, pour un congrès qui est magnifique, qui s'appelle Quantique Planète. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'où ça vient, quelle a été votre démarche dès le début, pourquoi avoir créé ce forum. Comme tout ce que j'ai fait, c'est venu tout seul, hein. La nutrition, c'est venu tout seul aussi parce que c'était un intérêt personnel, parce que j'allais pas bien et que j'ai compris que la médecine n'avait pas de solution pour moi. Moi qui avais beaucoup de cholestérol, des migraines, du surpoids, de la dépression, de la bipolarité, il fallait que j'en sorte, quoi. Et comme les médicaments ne me conviennent pas du tout, euh, c'est presque inconscient le chemin que j'ai fait. Et c'est dans cette inconscience, mais dans cette quête de sens, j'ai rencontré des experts extraordinaires. Et approchant la soixantaine bientôt, finalement, j'ai voulu offrir ces experts, partager, parce que la vie sans partage, qu'est-ce que c'est? Ça vaut rien, quoi. Nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres de partage. Et si on a acquis une grande expérience et avec le bon sens, je crois, qui m'anime, et surtout j'aime rester dans cette voie du milieu. Je vois trop de gens qui, dès lors qu'ils rejettent un petit peu l'ordre établi, se mettent dans des conflits. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire des propositions. Et ces propositions, chacun fera ses expériences ou verra ce qui lui parle et appliquera ou non des éléments de ces propositions. Et c'est comme ça que Quantique Planète est né en 2010, parce que je voulais aider quelqu'un. Donc c'était dans une démarche d'aider que je m'étais dit au départ, tiens, on va faire un séminaire autour des thérapies quantiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que le quantique. Parce que quantique, le quantique des quantiques, c'est quoi ce truc-là? C'est une secte? Ben non. Vous savez qu'on a un prix Nobel quand même, qui s'appelle Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel de physique quantique il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et parce qu'il a réussi à mettre dans une boîte des photons. Je ne sais pas si vous imaginez, le photon, c'est quoi? Le photon, c'est la lumière de la cellule. Donc on est bien au-delà de la matière. Et c'est un monde que les gens commencent à découvrir, ceux qui s'intéressent à ça, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui ont parlé même d'ordinateurs quantiques. Donc vous voyez, c'est dans l'air du temps, c'est dans les tuyaux. Parce qu'on fait tellement de progrès grâce à l'informatique, à Internet, à tout ça, qu'on va dans l'infiniment petit. Et peut-être qu'un jour, la machine nous remplacera. Notre pensée, en tout cas. Notre spiritualité, c'est autre chose. Mais cette histoire du quantique, eh bien, ça vient surtout des États-Unis et de Russie. Les Russes sont très, très, très avancés. Nous sommes des enfants de cœur. On est des rigolos à côté. Et je pense que les ingénieurs qui ont travaillé et à la NASA et dans toute l'aérospatiale, vous savez que dans ces sphères-là, on ne peut pas donner de médicaments aux astronautes. Donc on est obligé de les soigner autrement, on est obligé de tenir compte de paramètres qui tiennent compte du magnétisme terrestre, mais aussi de tous les échanges qui sont différents. Et vous donner une molécule chimique, ça peut être très toxique pour un astronaute. Donc il y a eu toute une ingénierie au niveau physique, donc au niveau de l'électromagnétisme, mais aussi de la biorésonance. Et je pense que les ingénieurs ont utilisé ces technologies et les ont mis dans le domaine de la médecine ou du public. Et aujourd'hui, en Russie, c'est quelque chose de très établi. Il y a des grands chercheurs, des mathématiciens qui explorent des nouveaux logiciels. Moi, je suis scotchée devant une telle avancée. Et donc, comme ça, je ne voyais ça nulle part. Je me suis dit, mais on va en parler, quoi. On a le professeur Montagnier. D'ailleurs, il y a prochainement, mais je pense que ce sera passé quand vous nous verrez. Mais il y a le 5 juillet, peut-être qu'en podcast vous le verrez sur la 5, tout un thème sur les recherches du professeur Montagnier et son équipe sur la mémoire de l'eau. Vous entendez parler de la mémoire de l'eau, mais il y en a qui n'en ont pas entendu parler, puisque ça avait été tellement décrié à l'époque. C'était un nommé Jacques Benveniste qui avait démontré, et il l'avait trouvé par hasard, c'est comme beaucoup de recherches d'ailleurs, par hasard, il travaillait sur les allergies,
Et donc, ils avaient créé un allergène pour un cœur. Donc, ils avaient mis dans une boîte un cœur qui battait, ta. Et quand le cœur était en relation avec cet allergène, il se mettait en inflammatoire, en battement, en extrasystole, etc. Et par hasard, il s'est aperçu que le signal de l'allergène avait autant d'effet que l'allergène lui-même. Oh, ça fait réfléchir, non? Ça nous fait réfléchir, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas besoin de la présence d'une molécule, il n'y a pas besoin de la présence d'un parasite, d'une bactérie, d'un toxique, puisque son signal électromagnétique, qui est envoyé sur une cible, peut avoir le même effet. Et Benveniste, à l'époque, était allé très loin, parce qu'il avait envoyé le signal par ordinateur, par Internet. Il était à 5000 km, et ça avait fait le même effet. Vous imaginez le bouleversement de la médecine allopathique, chimique? Maintenant, on pourrait soigner avec des fréquences. Ouh là là! Pourquoi on n'en entend pas parler? Mais qu'est-ce que vous croyez? Et les intérêts, comment ils vont faire pour vendre leurs médicaments? Vous imaginez? Une petite fréquence correctrice et ça va? L'acupuncture soigne comme ça d'ailleurs. Vous imaginez un peu le bouleversement? Les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans l'industrie chimique et dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens-là? Ils ont appris la chimie, ils n'ont pas appris la physique, ni la physique quantique. Il faut qu'ils retournent à l'école. Donc avant que les choses commencent à prendre, à devenir quelque chose d'établi dans le public, il va falloir 30 ans. Peut-être un peu moins grâce à Internet, parce que les gens en ont marre d'entendre toujours les mêmes bêtises. Et il faut des médias comme les vôtres pour passer le message. Mais sinon, ils ne passeraient pas, croyez-moi. L'histoire du gluten, on en reparlera tout à l'heure. Ils commencent à en parler en disant « ouais, c'est que 1% de la population ». Alors que c'est beaucoup plus. Mais ça, ils le savent, mais ils ne vous le diront pas. Donc, comme toutes les nouvelles découvertes, ça met du temps. On sait faire maintenant des voitures qui rouleraient à autre chose même que l'électricité. Mais ça ne peut pas sortir. Parce qu'il y a encore trop d'intérêts financiers par rapport au pétrole, par rapport à toutes ces industries, à tous ces emplois. Qu'est-ce qu'on fera de tous ces employés si on a une autre énergie, si on a une autre manière de nous soigner, et si on vit plus vieux? Si on vit plus vieux, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux? Où est-ce qu'on va les mettre? Voilà pourquoi on n'en parle pas. Et voilà pourquoi, cherche et tu trouveras. Ça ils l'ont écrit il y a 2000 ans, mais c'est pas bête parce que ça a toujours... c'est toujours d'actualité. Moi, j'aimerais savoir justement par rapport à ce changement, on va dire, de conscience peut-être dans l'humanité. Est-ce qu'on peut parler en ces termes? Disons qu'on a plus le temps d'avoir de la conscience. On a plus le temps. Non mais c'est vrai. Avant, on était à la guerre, à se taper les uns sur les autres. Ils continuent dans d'autres pays. Mais on peut dire qu'en Occident, on n'a plus eu de guerre depuis... bon, il y a eu un peu la guerre d'Algérie, j'en suis désolée. Mais depuis la Grande Guerre 45, on n'est plus en guerre dans notre territoire. Mais on est en guerre intérieure. Voilà. De toute façon, les conflits extérieurs ne sont que la répercussion de nos conflits intérieurs. Faut pas rêver. Et les morts qu'il y a ne sont plus des morts physiques, mais des morts symboliques. On meurt à qui on est. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc l'homme, de toute façon, est conflictuel. Parce que l'être humain, par nature, est feignant. Hein? Il veut ce qu'ont les autres gratuitement, sans faire d'efforts. Il veut être nourri facilement avec les choses qu'il aime et qui ne sont pas forcément bonnes pour lui. Et tous ces éléments-là font que y a des réveils, il y a des gens comme moi qui ne sont pas satisfaits d'être des consommateurs et qui veulent avoir une existence utile et qui veulent se réaliser. Et donc c'est une quête, c'est un chemin. Est-ce que ça part forcément d'une souffrance quelque part au début ou comment ça commence et comment on initie ce chemin et comment on peut donner de l'intérêt à des gens qui pensent que tout va bien dans leur vie et pourtant il reste encore tellement à faire et ils aimeraient ce travail en plus. Moi je ne peux pas dire on parce que on engloberait des gens que je ne connais pas. Donc je vais dire je. En parlant de je ne suis pas une enfant attendue. D'ailleurs ma mère m'a gentiment dit, il n'y a pas si longtemps que ça, de toute façon j'avais tellement dépassé les choses, oh tu sais, s'il y avait la pilule, tu ne serais pas là. Donc, c'est simple, quoi. Alors, il se trouve que donc, je suis née par césarienne, et le fait de naître par césarienne, pour ceux qui ne le savent pas, il faut que vous sachiez que votre microbiote, c'est-à-dire votre flore intestinale,
qui est le creuset de votre santé future ou de vos maladies futures, eh bien ça se fait non seulement déjà in utero et déjà presque à la conception, et toute l'alimentation de la mère, les pensées de la mère, tout ça, ça s'imprime comme une bande magnétique. Mais à la naissance, il y a un changement, on devient d'êtres maritimes, on devient des êtres aériens. Et ce changement de milieu fait que les bactéries de votre naissance, qui sont donc l'ambiance de la naissance avec toutes les muqueuses de la mère, sa flore, etc., tout ça sont ensemencés par le bébé qui vient de naître. Et moi, j'étais ensemencée par les mains des infirmières, par les produits chimiques, parce qu'en 1956, à l'époque, on faisait des grosses anesthésies, donc les médicaments que je me suis pris dès le départ, vous êtes un peu shootés. Et on vous technique après, parce qu'avant, on ouvrait complètement le ventre de la mère avec tous ces abdos elle était explosée pendant 15 jours. Hein. Donc, on vous mettait dans un berceau avec un biberon plein de lait de vache. Et puis les laits maternisés, de toute façon, ça n'existait pas. Et de toute façon, je ne suis pas forcément pour ce genre de choses. Bref, un milieu de naissance absolument, maintenant on le sait, terrible pour faire un enfant allergique et un enfant qui aura toujours des problèmes intestinaux. Donc dès le départ, on va dire le plan affectif n'était pas terrible. Ensuite, le plan alimentaire était désastreux. Et étant d'une famille bourgeoise, on était nourri au beurre, à la crème, à la viande, aux pommes de terre sautées, aux gâteaux. J'adorais ça, je trouvais ça super, mais j'étais vomissante en voiture, intransportable. On disait la pauvre petite, elle a le foie fragile, n'est-ce pas? Et après, j'ai eu le rhume des foins, et puis après, une péritonite aiguë, et puis après, le cercle vicieux, avec la puberté, la prise de poids et la dépression qui est arrivée. Et les migraines. Donc là, je ne comprenais plus rien, parce qu'il y a un bouleversement hormonal à la puberté qui va complexifier les choses. Donc, je ne peux pas parler de on, mais je peux dire que mon chemin, je l'ai fait par la souffrance et par la non-satisfaction de ce que je pouvais vivre. Je voyais des gens heureux, je voyais des gens qui étaient bien dans leur ventre, qui étaient bien dans leur santé, et moi, j'y avais pas droit. Donc je ne comprenais pas pourquoi j'y avais pas droit. Donc ça a été l'ouverture de ma conscience d'être insatisfaite, et cette insatisfaction a créé une quête de sens. Donc Marion, après cette vie bousculée depuis la naissance, tu as rencontré des gens qui t'ont aidé sur ton chemin, sur cette quête de sens. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as guéri, ou du moins une bonne grosse partie, que tu es plus en accord, aligné avec qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, à 58 ans, je suis en meilleure santé qu'à 20 ans, hein, ça c'est clair. Et toute personne a son importance. Donc j'ai rencontré des personnages qui ont été très forts pour moi, comme Kousmine, comme Joyeux, comme Seignalais, comme André Coquart, qui a été l'initiateur de mon vitaliseur, le cuiseur vapeur. Yvan Amar, qui a été pour moi un être qui m'a guidée vers ce que les gens appellent la spiritualité, mais c'est un mot tellement à tiroir pour moi, parce que la spiritualité, c'est un peu un fourre-tout comme Dieu. On y mélange de la religion avec des quêtes, des chamans, des machins. Moi non, c'était l'enseignement d'Yvan Amar, c'était la relation consciente. Et la relation consciente, pour moi, était un bouleversement. C'est-à-dire que j'ai compris que l'autre pouvait être mon miroir, et que dès lors que j'étais un être de relation, et il le disait bien, que tout chez nous exprime la relation, les pores de notre peau, les trous de notre nez, notre bouche, nos oreilles, nous sommes des trous de relation, et nous sommes des êtres de relation. Et donc, si ça ne va pas avec l'autre, c'est parce que ça ne va pas avec moi-même. Donc il y a déjà une réconciliation intérieure, une réconciliation avec soi-même, avec mes colères, où j'ai fait des psychothérapies, où j'ai pu exprimer violemment ces colères et comprendre d'où elles venaient. Parce que quand il y a une insatisfaction dans notre vie, elle est souvent enracinée très très tôt dans l'enfance. Et si on ne fait pas des pardons, si on ne fait pas des prises de responsabilité dans ce qui nous arrive, on n'en sort pas. Donc chaque personne a contribué pour moi à m'ouvrir certaines facettes. Et il y a tellement de facettes dans une vie. Et je sais que je n'ai pas terminé.
parce qu'il y a encore plein d'ouvertures à faire. J'en ai fait pas mal, mais j'en ai encore à faire, bien entendu. Et je n'ai jamais dit que j'avais la science infuse, que ce que j'essaye de transmettre, c'est mon expérience, c'est avec le bon sens, ma réflexion, mes recherches, de voir ce qui fonctionne sur un plus grand nombre, ce qui a fonctionné pour moi. J'ai fait donc pas mal d'expérimentations en alimentation et je suis un peu horrifiée en ce moment des sectarismes dans lesquels va l'alimentation. Mais je pense que les gens doivent faire leur expérience et au bout de 3 ans, ils me rappelleront. Mais chaque personne, effectivement, a compté pour moi et fait partie d'un puzzle. Et ce puzzle ne sera complet que quand je vais mourir. Physiquement. Et c'est ces gens-là qu'on peut retrouver donc à Quantique Planet, qui parlent comme ça au plus grand nombre, qui s'adressent... Voilà, il y en a certains avec qui j'ai partagé une intimité médicale. Il y en a d'autres qui ont révélé des enthousiasmes chez moi que je n'ai pas forcément partagé de thérapie avec eux. Mais quand ça a du sens, quand ça me parle, quand ça me touche, j'ai envie de le partager. Donc je les rencontre, je vois comment ils fonctionnent. Il y en a que j'avais pas forcément rencontrés, mais pour la plupart, pour les 90%, je les connais tous. Et donc, même si c'est pas forcément des grands orateurs pour certains, ils ont de la profondeur. La profondeur, c'est ça. Et ils apportent une clé. Et ils apportent chacun des clés. Et c'est vrai que je fuis les intégrismes. Et donc, c'est pour ça que là, mon dernier congrès de Quantique Planet, qui s'appelait Une nouvelle approche des maladies auto-immunes et de la dépression. Alors, les médecins vont dire, attends, pourquoi est-ce qu'il y a une maladie auto-immune et dépression? Ben oui, c'est parce que tout se passe là. Parce qu'on nous fait croire qu'on a un cerveau qui est là, mais quand vous voyez que les boyaux de la tête, ils équivalent aux boyaux du corps et qu'il y a des tuyaux qu'on appelle le système nerveux autonome qui permettent d'atténuer les signaux, eh bien pour moi, le premier cerveau, il est là. Celui-là, c'est l'écran. Mais là où ça se passe, le disque dur, c'est l'intestin. Et on est en train seulement de le découvrir. Ça ne fait que, j'irais, une quinzaine d'années qu'on commence à explorer l'intestin grêle. Peut-être 20 ans, allez, soyons sympas. Mais la médecine, non, elle ne s'en occupe pas. Elle commence petit à petit à s'en occuper. Mais quand on va comprendre que nos neurotransmetteurs, c'est là, notre joie de vivre, elle est là, mais aussi nos colères, elles sont là. Tout est là. Là, c'est juste l'écran. Mais vous continuez à vivre quand il n'y a plus d'écran. Hein. Ça continue à travailler. Hein. Peut-être on va dire qu'on a une mort quand on a une mort là. Parce que là, s'il n'y a plus de neurotransmission, c'est fini. C'est terminé. C'est les bactéries de putréfaction qui sont à l'œuvre. Parce que le monde est avant tout bactérien. Le monde est né avec les bactéries et il perdurera avec les bactéries. Nous, on sera mort depuis longtemps. Les bactéries, elles sont toujours là. Hein. Je vois la grande Marion Kaplan visionnaire avec cette phrase. Qu'est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Quand on travaille sur soi, est-ce que du coup on en vient forcément à changer son alimentation? Est-ce qu'il y a un lien? C'est incontournable. Parce que, bon, déjà dans le ventre, hein, même si on est nourri par le cordon ombilical, donc premier cerveau, n'oubliez pas, cerveau entéral, c'est celui-là. Mais on est quand même baigné dans le liquide amniotique, un peu sucré d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va vers les saveurs sucrées. Et après, premier contact avec la couche terrestre, le bib ou le sein. Donc, on est dans un rapport alimentaire affectif énorme. Donc, c'est pas avec des épinards qu'on va vous réconcilier, c'est plutôt avec du chocolat ou des crèmes glacées. Donc, on comprend bien que l'alimentation, c'est ce qui va faire taire les angoisses. Donc, quand on mange, tout d'un coup, il y a un apaisement. Bon, ça dure que quelques secondes, hein, mais c'est pas grave. Il y a une espèce d'apaisement, le ventre est repu, donc il n'y a pas l'angoisse d'avoir faim. Il y a tout un mécanisme psycho-affectif et c'est anxiolytique, la bouffe. Donc après, on mange ce que nos parents nous offraient. Et il y a une génération là qui arrive où les parents, ils mangeaient McDo. Hein. Ben, fast food. On ne va pas parler de marque. Donc,
Ces gens, c'est les trucs tout faits, les pizzas au micro-ondes, les sodas, le bon pain avec du beurre et de la confiture, le café au lait, la néfaste food, quoi. D'ailleurs, il y a maintenant des nouvelles maladies qu'il n'y avait pas avant. Quand on parlait d'autisme à l'époque, c'était un enfant sur je ne sais pas combien de milliers. Aujourd'hui, on parle d'un enfant sur 150. C'est énorme. Donc il commence à y avoir des dérèglements neurologiques, parce qu'il faut bien comprendre que le gluten, on va parler de lui, et la caséine se transforment en certaines protéines qui sont des opiacés. Et vous vous souvenez du tuyau, là, le système neuro là, qui part là, eh bien, par la voie circulation sanguine, ça colle les tuyaux de là-haut. Et on peut devenir fou. Hein. Moi, j'ai reçu des schizophrènes qui me disaient, dès que je fais un écart, j'ai l'enregistreur qui repart dans la tête. Et j'ai connu des gens qui avaient des enfants autistes, qui les ont mis dans un... Effectivement, c'est l'épée de Damoclès tout le temps. Et j'ai pas dit que seul le régime sans gluten, sans caséine les sortait de ça. Il y a tout un protocole. Il y a une docteure Natasha Campbell-McBride qui est géniale pour ça. Elle était à notre congrès d'Aix d'avril là, sur les maladies auto-immunes et la dépression. Et elle a parlé beaucoup de ça, de ces syndromes neurologiques. Et elle soigne beaucoup d'enfants, bien entendu, sans gluten, sans caséine. Mais à la limite, on retire toutes les céréales. Hein. Parce que les céréales, c'est du sucre. Le sucre, les fruits. On peut manger du citron, mais les fruits, ça fermente. Il y a certaines personnes qui supportent les fruits, mais les gens qui ont des dérèglements ne les supportent pas, parce que ça va nourrir les bactéries pathogènes. Donc il y a tout un rééquilibrage alimentaire, et désolé pour vous, messieurs les véganes, mais en étant végane, ça fait des canaries de la modernité dont je fais partie. Moi, il suffit qu'un aliment soit toxique pour que tout de suite j'ai une manifestation, j'ai un petit truc qui s'allume dans mon cerveau. C'est instantané. Par exemple, si vous me faites boire un champagne, je vous dirai tout de suite s'il y a un produit chimique dedans. C'est instantané. On appelle ça des canaries de la modernité. C'est une nommée Tati qui est géniale, qui en a parlé. Et je fais partie de ces canaries de la modernité. Donc il faut comprendre que ces canaries de la modernité, vous leur donnez des légumes, des fruits, tout ça, ils explosent complètement. Ils ne peuvent plus en manger. Donc il faut complètement bien restaurer la paroi. C'est compliqué, c'est long. Il faut la restaurer. Et ce n'est pas en la restaurant avec du sucre et des fruits et des céréales qu'on va la restaurer. Tu peux préciser ce que c'est la caséine ? La caséine, c'est une protéine qui est contenue dans le lait de vache, surtout, un petit peu dans le lait de brebis et moins dans le lait de chèvre. En revanche, il y a du lactose dans tous les laits. Chèvre, brebis, vache. Et on s'est aperçu que l'intolérance au lactose se transmettait par voie biophysique. C'est-à-dire que tes chromosomes, d'accord, ils ont des gènes, des antigènes. Eh bien, on s'est intéressé à 5% du chromosome. Et c'est là d'ailleurs que ton transgénérationnel se perpétue sur le chromosome 6. On appelle ça le paléochromosome. C'est là où notre signature génétique de notre système HLA s'inscrit. Mais il y a d'autres chromosomes comme le chromosome 2 qui transmet non pas par voie biochimique mais par voie biophysique, c'est-à-dire par information à sa descendance. Et c'est comme ça qu'en anthropologie, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de populations qui n'ont plus du tout cette enzyme capable de digérer le lactose. Le lactose est le sucre du lait. Et donc, on va se retrouver avec des grosses allergies. Donc, lactose, c'est le sucre, caséine, c'est la protéine. Donc, les industriels commencent à faire des laits délactosés, etc. Mais pour faire un lait décaséiné, il n'y a plus de lait. Donc, moi, je vous conseille de ne plus prendre de produits laitiers bovins, en tout cas. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, même de retirer les fromages bovins. Si vous n'avez aucun problème de santé, que vous n'avez aucun problème d'intolérance, de flatulence, que vous vous réveillez bien le matin, que vous n'avez jamais de rhume, que vous n'avez jamais de grippe, que vous n'êtes jamais fatigué, vous pouvez manger du fromage, hein, mais pas tous les jours. Je vous conseille pas tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux dont je fais partie, qui ont des fatigues, qui peuvent avoir des allergies, qui ont des problèmes de bide, qui peuvent avoir des problèmes hormonaux, ou des problèmes immunitaires, je vous en prie, supprimez le sucre, qui est une drogue, le gluten et la caséine. Et là, on en reparle. Les 3 clés pour la bonne santé. Quoi. Ouais. Ça en passe par là. Donc, pour revenir à votre question sur doit-on se remettre en question sur le plan alimentaire si on fait une démarche spirituelle,
J'ai jamais vu une montgolfière s'élever dans la lourdeur. Donc nos lourdeurs, elles sont à la fois alimentaires et psychologiques. Et quand on travaille sur l'un, on travaille sur l'autre, car notre tête fait partie de notre corps. Et je ne veux pas poser ma tête le soir et la reprendre le matin. Elle est tout le temps en connexion 5 sur 5 avec mon intestin. Et c'est là que se fait mon système immunitaire, mais c'est là que se fait ma nutrition, c'est là que se fait toute ma vie. Le reste, c'est du dispatching. Mais l'intelligence, elle est là. C'est dur quand même ce cheminement, non? Bah, c'est dur parce que ça demande une remise en question. J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. C'est une drogue, l'alimentation. Moi, j'étais une ancienne droguée d'aliments, n'allez pas couper. Je suis une ancienne boulimique. Donc, j'étais hyper addict. Moi, je mangeais, j'allais vomir. Ça a duré 15 ans. Calvaire. Donc, je sais ce que c'est qu'être addict à des aliments. Et d'ailleurs, plus vous êtes intolérant à un aliment, plus vous êtes addict. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher leur pain ou leur fromage, donc vous êtes addict, donc vous êtes intolérant. Ça, c'est clair. Donc, le travail est dur. Il est très difficile. Mais on peut le faire. C'est un sevrage. Alimentaire et psychologique. Bah, ça va ensemble. De toute façon, si on travaille sur l'alimentation, ça nous modifie. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Nutrition consciente. Parce que je me suis aperçue, il y a 2 chemins. Tous les chemins mènent à l'homme, de toute façon. Donc, que vous preniez le chemin de la spiritualité, ça vous mène à l'alimentation. Et l'alimentation vous amène à la spiritualité. Tous les chemins mènent à l'homme, il n'y a aucun problème. Donc, on y arrive. Et l'alimentaire est celui, comme il est plus difficile, il nous demande des stops, il nous demande des sevrages, il nous demande une discipline, il nous demande des prises de décision, il nous demande de faire des choix. Tout ça, c'est très, très structurant. C'est très évolutif, c'est pas involutif, c'est évolutif. Et ça nous amène à nous exprimer, à nous réaliser. Pleinement. J'ai envie de parler de manière, générale, peut-être même planétaire, mais aussi individuelle, parce que ça nous touche tous chacun, individuellement, intérieurement et extérieurement, sur l'éveil des consciences. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose de fort peut-être, ou finalement c'est parce qu'on travaille intérieurement qu'on se rend de plus en plus compte qu'à l'extérieur, en fait, il y a plein de gens déjà éveillés. Bon, mais ce sera quand même toujours un petit pourcentage de la population. Et j'ai envie d'y croire qu'il y a cet éveil, qu'il y a ce sursaut de conscience et qu'il y a cette vraie envie de partager, d'être dans la bienveillance. Il est évident que quand on est dans une quête comme ça, on va rencontrer les gens qui sont dans la même quête que nous. C'est magnétique. Vous savez, la loi d'attraction, cette fameuse loi d'attraction fait que si vous avez peur en avion, bah c'est pour vous que vous allez entendre qu'il y a eu 3 crashs la veille que vous preniez un avion. Mais c'est bon aussi pour... quand vous allez voir là, il y a peut-être des gens qui vont découvrir que le gluten est toxique. Mais ils vont s'apercevoir que tous les journaux en parlent. Mais comme ils n'avaient pas cette conscience de ça, bah, ils ne s'en occupaient pas. Et puis maintenant, ils vont se dire, tout le monde en parle. Bah, c'est un petit peu comme ça. Donc j'ai l'impression que quand on fait une quête spirituelle ou qu'on est dans un mouvement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. Mais ce beaucoup de monde, qu'est-ce que c'est? Quelques centaines de milliers de personnes sur des millions. Allez dans la rue, posez des questions. Faites un micro-trottoir. Faites un micro-trottoir sur la spiritualité. Alors, il y aura les mecs, moi j'ai vu des mecs qui me sortaient leur médaille et qui tapaient sur leur bonne femme le soir. Alors ça, moi je comprends pas, quoi. Donc, ok, c'est bien, tu crois en un Dieu, tu crois en une religion, tu appliques, ok, applique. Applique tout. Vous voyez? Tout le temps. Tout le temps. Sinon, t'es pas un vrai croyant. Donc, c'est pas ce qui m'arrange, Et puis, ils se peintent le soir, et puis ils foutent sur la gueule de leur bonne femme. Mais moi, j'ai vu tellement de choses. J'ai voulu aider des gens au secours catholique, mais j'étais horrifiée. Vraiment horrifiée de ce que j'ai vu. Parce qu'il y a aussi des gens qui se complaisent dans « je suis victime », la société vous encourage à continuer à être victime. Donc, même dans cette spiritualité, c'est tellement facile, et je l'ai été moi-même, d'être victime. Trop bien d'être victime. Trop confortable comme position. C'est pas de ma faute, c'est la société. C'est la crise. C'est l'époque. C'est les ondes électromagnétiques. C'est toujours la faute aux autres. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez pas être électrosensible,
restaurer votre paroi intestinale, parce que c'est là que ça commence. Quand vous aurez une bonne barrière intestinale, vous serez plus électrosensible, croyez-moi. Je le sais, puisque je l'ai été. Donc, il y a tout ça qui tient de compte. Puis, il y a tous les ayatollahs. Donc là, les crudis, les frugis, les véganes, les machins. Moi, j'ai vu ce que ça a donné sur moi, d'être végétalienne, je l'ai été. Hein. Mais je finissais à 8,5 de tension, et là, je commençais à perdre mes muscles. Et bon, on va pas épiloguer là-dessus, parce que... Mais chacun doit faire son expérience. Faites votre expérience du crudi, de l'instincto, de tout ça. J'ai un copain qui m'avait appelé, me disant ouais, ça y est, je suis devenu instincto. Je dis bah écoute, tu me rappelleras dans 3 ans. C'est quoi l'instincto? Instincto, c'est alors on n'épluche plus rien, hein, on renifle les trucs. Et si ça nous parle, on peut manger 10 kilos de carottes ou 3 kilos de foie cru, tout cru, hein, bien sûr. Cuisine pas, la cuisine de l'enfer. Alors que la cuisine, c'est quand même grâce au feu, ne l'oubliez pas, qui est une prédigestion. Mais après, il y a le problème des toxicités des cuissons. Et les Chinois ont compris que la vapeur, c'était celle qui attaquait le moins l'aliment, qui commençait à faire une prédigestion des amidons, des celluloses, des sucres, etc., qui permettaient d'alléger le travail. Nous devons nous nourrir en ayant le moins de travail digestif possible. Donc, notre capital enzymatique, bien sûr qu'on en a un. On peut toujours prendre un petit peu de graines germées pour agrémenter. Mais manger tout cru, mais moi, je suis une montgolfière si je mange tout cru. Je peux pas. Je ne peux pas. Parce que je suis en désordre complet. Et croyez-moi, je l'ai essayé sur une longue période. Et j'ai pas eu envie de détruire plus que ça mon intestin. Donc, il y en a qui boivent des jus de fruits. Mais le jus de fruits, comme on a craqué la cellulose, c'est du sucre pur. Même s'il a des vitamines, eh bien, elles ne vont pas faire le travail qu'elles doivent faire dans votre intestin, puisque votre intestin a une flore. Et si on donne des trucs trop concentrés à votre flore, elle est désordonnée. Mais c'est des vieux schémas, ça, c'est des... Bah oui, mais il y a une politique en ce moment, il y a une mode qui est en train de se faire qu'on fasse du détox de temps en temps, bien sûr, pourquoi pas. Moi, je suis d'accord, hein. Détox de jus, allez-y, faites des jeûnes, faites des trucs comme ça, c'est parfait ça. Mangez tout cru pendant 1 mois si vous voulez, mais pas de vitam aeternam, comme ils sont en train d'instaurer une mode, quoi. Alors, ils font des recettes formidables, hein. Ils sont venus à notre congrès, d'ailleurs, on les a invités. Moi, je trouve que c'est génial ce qu'ils font. C'est très bon. On avait fait venir Bruno Devy, qui nous a fait une cuisine remarquable avec Lauser, là, un Allemand. J'étais... émerveillés devant leur talent, et je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du cru, bien sûr, il faut manger 30% de cru, bien sûr, et c'est très bon quand ils font des recettes très bonnes, mais pas tout, ça c'est grosse erreur. La voie du milieu. La voie du milieu, toujours, parce que sinon on devient insortable. Moi déjà, sans mon gluten, ça pose forcément des questions, mais je peux sortir au restaurant. Je mangerai un poisson, je mangerai un poulet, je demanderai des haricots verts ou une salade, je ne mangerai pas de pain, bien entendu, je ne mangerai jamais de dessert. De toute façon, je vous déconseille de manger sucré en fin de repas, puisque en mangeant sucré en fin de repas, vous ralentissez la vidange de l'estomac et vous favorisez les fermentations. Donc, de toute façon, on ne mange pas de dessert, même un fruit, surtout pas. Donc, voilà, tout ça, je l'ai dit dans mes livres, hein, et dans nos congrès, c'est dit et redit, et que les gens acceptent de faire l'expérience, mais sans rentrer dans une chapelle. S'ils veulent faire des écarts, qu'ils en fassent, ils verront bien s'il y a des conséquences ou pas. Et les conséquences, ça peut se faire sur plusieurs jours. Chacun son travail. Voilà. Chacun, vous allez moduler. Vous êtes maître à bord, vous êtes président de la République, de vos milliards de cellules. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions, mais prenez-les. Prenez-les, soyez conscient que c'est vous qui devez faire vos choix, et c'est à vous que ça appartient. Votre santé vous appartient. Elle n'appartient ni aux blouses blanches qui veulent vous dire « Oh, c'est des conneries, ya. » C'est à vous de faire vos choix et d'assumer vos choix. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Et peut-être à bientôt lors d'une prochaine randonnée dans nos contrées. Et pendant un Quantique Planète aussi. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Merci.